Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ronald Kato. À suivre cette semaine, les réductions massives de l'aide américaine provoquent la panique dans les capitales africaines. Face à la nouvelle donne, les pays en développement doivent construire un avenir plus autonome. Une banque pour financer les ambitions énergétiques de l'Afrique. Les producteurs de pétrole du Nigeria, de la Libye et de l'Angola s'associent pour lancer une banque destinée à financer les projets pétroliers et gaziers rejetés par les bailleurs de fonds occidentaux. Enfin, les agriculteurs du nord du Maroc se regroupent en coopérative pour accéder au crédit, proposer de la valeur ajoutée, commercialiser leurs produits et lutter contre les stéréotypes. À suivre les détails. Les réductions massives de l'aide annoncées par les États-Unis bouleversent des pays africains de diverses manières. Mais elles soulèvent également des questions vieilles de plusieurs décennies concernant l'impact net de l'aide étrangère sur le changement économique structurel dans les pays à faible revenu. Mais l'aide peut-elle être transformée pour apporter plus de valeur aux bénéficiaires et moins d'intérêt aux donateurs ? La réduction de l'aide américaine impacte directement plusieurs pays en développement. Au-delà du financement des infrastructures et des projets humanitaires, ces fonds soutenaient aussi l'économie locale en créant des emplois et en apportant des devises étrangères essentielles. En 2023, les États-Unis ont consacré 72 milliards de dollars à l'aide internationale, dont plus de 40 milliards gérés par l'USAID. La plus grande part, 19,4 milliards, a été allouée au développement économique avec une priorité pour l'Ukraine. Parmi les principaux bénéficiaires figuraient également Israël, l'Éthiopie et l'Égypte, qui ont reçu 3,2 milliards de dollars. Ces États, déjà confrontés à des conflits et à des économies précaires, dépendent fortement des financements internationaux. En République centrafricaine, au Soudan du Sud et en Somalie, l'aide étrangère représente plus de 22% du revenu national. Face à ces réductions, les gouvernements cherchent des solutions pour stabiliser leur économie. Le manque de financement pourrait ralentir les projets de développement et accentuer la dépendance au financement extérieur. Notre invité est le docteur Theophilus Achengpong, économiste et analyste des risques politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelle mesure des décennies d'aide étrangère ont-elles répondu aux besoins économiques des pays bénéficiaires ? L'impact de l'aide sur la croissance économique du continent est significativement négatif. On constate également, au niveau agrégé ou macroéconomique, que l'aide ne tend pas vraiment à améliorer la productivité ou la croissance dans les secteurs respectifs. Il y a cependant quelques exceptions, en particulier dans le secteur social. Ainsi, dans les domaines de la santé et de l'éducation, on peut trouver des preuves de l'impact positif de l'aide dans ces secteurs. Mais encore une fois, ces résultats sont assez limités dans un contexte plus large. Comment l'aide peut-elle être repensée pour offrir une meilleure valeur, pour apporter le développement à ses bénéficiaires ? Traditionnellement, l'aide se présente sous la forme de subventions et de dons. Or, l'accent mis par la Chine et d'autres pays sur le continent depuis une quinzaine d'années consiste à s'orienter davantage vers des investissements stratégiques. Il s'agit donc d'investissements dans les infrastructures, dans l'esprit d'entreprise, dans l'industrie, qui permettrait vraiment à nos pays africains de renforcer leur capacité de production, de générer des richesses, puis de les taxer et d'utiliser ces revenus pour stimuler le développement. L'idée d'utiliser certains de ces instruments commerciaux pour fournir des financements mixtes à nos pays respectifs est liée à cela. Ainsi, par exemple, pouvons-nous obtenir des financements concessionnels pour aider à réduire les risques des projets d'infrastructures dans les domaines de l'énergie propre
de l'agriculture ou de l'industrie manufacturière. Ces projets créeraient plus d'emplois durables. Il faut donc repenser toute l'architecture de l'aide pour permettre à nos pays de passer de la mendicité, pour ainsi dire, à la création de l'écosystème qui leur permettra de s'enrichir. Que répondez-vous à l'argument avancé par des personnalités comme le président ougandais selon lequel les pays développés devraient remplacer l'aide par un commerce plus équitable? Absolument. Il existe des dépendances structurelles que nous ne devons pas perdre de vue. Il n'est pas possible d'aider au développement. Il faut commercer, créer des choses, fabriquer des choses. Et vous devez être en mesure de commercer avec vos voisins régionaux ainsi qu'avec des pays plus éloignés. Et si l'on ne s'attaque pas à ces déséquilibres structurels historiques qui font que, par exemple, les pays africains continuent de languir au bas de l'échelle du développement, peu importe la quantité d'aide que l'on déverse dans ces pays, cela ne changera rien. C'est là un aspect de l'argument. L'autre côté de l'argument est que nos pays eux-mêmes ont une réflexion à mener. Par exemple, la question de la corruption et celle du faible rapport qualité-prix. Ce sont des questions que nous devons traiter en interne. Théo Atchempong, c'était un plaisir de vous avoir. Merci pour votre temps. Une banque dédiée au financement de projets énergétiques africains ouvrira ses portes en mars prochain. La Banque africaine de l'énergie est une initiative audacieuse de dirigeants africains lassés de solliciter des investissements occidentaux pour alimenter un continent dont les besoins en énergie sont considérables. En préparation depuis plusieurs années, la Banque africaine de l'énergie est aujourd'hui une réalité. Avec un objectif de 120 milliards de dollars d'actifs, l'établissement financera le pétrole et le gaz africain, longtemps privés d'argent par les bailleurs de fonds occidentaux et les banques multilatérales. De toutes les régions du monde, l'Afrique est celle qui reçoit le moins d'investissements. En ce qui concerne les investissements dans les énergies renouvelables dans le monde, l'Afrique n'en reçoit que 2%, alors que c'est une région qui manque d'énergie. Le fait que les gouvernements africains, les exportateurs de pétrole, décident qu'il soit judicieux pour eux d'avoir leur propre banque pour financer ces projets de manière indépendante est une bonne chose selon moi. Outre l'exploitation pétrolière, la banque investira également dans de nouvelles centrales électriques alimentées au gaz, afin de répondre aux immenses besoins énergétiques de l'Afrique. Selon l'Agence internationale de l'énergie, 600 millions de personnes, dont la majorité d'entre elles résidant en Afrique subsaharienne, n'ont pas accès à l'électricité. Ces actifs énergétiques se trouvent en Ouganda, au Nigeria et en Angola. Leur vente permet à nos gouvernements de lever des fonds pour investir dans la santé et l'éducation. Oublier ces actifs qui pourraient servir à financer notre développement n'a aucun sens, surtout si les principaux responsables du changement climatique continuent d'utiliser le pétrole et le gaz tout en affirmant que l'Afrique doit renoncer à ses actifs pétroliers et gaziers. Cela n'a jamais eu de sens pour les Africains et c'est pourquoi ce peuple s'engage dans cette voie. La banque prévoit de lever des fonds grâce aux contributions des pays intéressés, des fonds souverains, des négociants en matières premières et des banques internationales apporteront un complément de financement. Les coopératives du nord du Maroc aident les agricultrices à accéder aux prêts, à valoriser leurs produits et à lutter contre les stéréotypes. Bien qu'elles représentent plus de 50% de la main-d'œuvre agricole, les femmes marocaines ont encore du mal à se faire entendre. Dans les montagnes de Chefchaouen, dans le nord du Maroc, Issane Amoudan dirige la coopérative Biosalim, un groupe de 30 femmes rurales qui fabriquent des produits à base naturelle. Comme beaucoup d'autres agricultrices, elles sont confrontées à des défis sociétaux et logistiques. Désormais, elles peuvent compter sur El Moutmir. Lorsque la coopérative Biosalim a été lancée, nous n'étions que 7 femmes. Nous n'avions pas assez de fonds et ne savions pas où commercialiser nos produits. Jusqu'à ce que nous soyons présentés à El Moutmir, d'autres femmes ont depuis rejoint la coopérative.
L'initiative El Moutmir permet de développer une agriculture de conservation en aidant à la transformation des produits issus des récoltes dans l'ultime but de renforcer les capacités de ces femmes rurales. Nous leur proposons une série de formations pour améliorer leurs compétences agricoles. Nous proposons également des formations en développement personnel et en entrepreneuriat. Biosalim est l'une des 400 coopératives dirigées par des femmes soutenues par ce programme. L'un des défis auxquels nous sommes encore confrontés, c'est la justice sociale et l'absence de marché coopératif pour la promotion des produits locaux. Des initiatives comme El Moutmir offrent des outils précieux pour réduire les disparités en aidant ces femmes à atteindre la stabilité financière. Voilà qui met un terme à cette édition de Business Africa. L'actualité est à suivre sur Africa News et africanews.com. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Business Africa. Business Africa was presented by Turkish Airlines.